Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la radio ce matin. Pour l'instant, avec nous en studio, Ferdinand Haïté, le patron du journal L'Alternative. On sera tout à l'heure rejoint par Loïc Lawson et Fabrice Pechesi. Bonjour Ferdinand. Bonjour Rick. Comment ça va? Oh, c'est la fatigue, hein. C'est le dernier mois. On commence le dernier mois et quand on arrive à cette période-là, mentalement, ça commence par être difficile. Bien sûr. Et physiquement aussi, on bosse dur toute l'année et puis bon voilà, et puis c'est un travail de réflexion. On commence par sentir la fatigue et surtout qu'on n'a pas de repos aussi, puisque les journalistes n'ont jamais de repos. Oui, c'est toujours là pour servir les auditeurs, servir les lecteurs. Et on commence véritablement par sentir la fatigue. Bon, vous avez encore 2 semaines. Dans 2 semaines aussi, vous irez en congé. Non, on va aller jusqu'à la fin de l'année parce que l'actualité est dense. Il y a le dialogue qui s'annonce. Okay. Il faut informer les gens. Et donc, voilà. Donc, vous n'allez pas. Il n'y a pas de raison à ce que arrêter le 22 décembre prochain. D'accord. Si on arrête là, les gens vont nous tirer dessus. Bon, on espère que d'ici là, tout s'arrangera. Ouais. Et nos hôpitaux qui maintiennent leurs difficultés aussi, on nous signale que ça ne s'améliore toujours pas. Dans les centres de santé, la presse dans un passé récent avait quand même dénoncé, y compris vous, l'Alternative, tout ce qui se passe dans nos centres de santé. Oui, on en parle tout le temps, on va continuer d'en parler parce que nos hôpitaux, ça va pas du tout. On ne comprend pas pourquoi les dirigeants, les responsables ne prennent pas la mesure de la situation. Tous les jours qui passent, les choses se dégradent, surtout quand vous allez aujourd'hui au CHU de Coin. Un ami est allé hier nuit parce qu'il a eu un souci de santé. Il a failli laisser sa vie à cause des urgences. Il n'y a pratiquement rien aux urgences, il n'y a même pas d'anesthésie. Des gens, on a dû traiter les gens sans anesthésie. Vous imaginez ce que ça s'entraîne comme douleur et tout. Et ça, c'est dans le plus grand centre hospitalier de... C'est le minimum quand même, l'anesthésie. Oui, c'est le minimum. Mais, avant d'opérer, il faut anesthésier le malade. Oui, mais il n'y a rien. C'est quand même le plus grand centre hospitalier du Togo. Et quand on en parle, les gens pensent que on est contre X ou bien on est contre Y ou qu'on est contre le régime. On est tous victimes de ça. On a vu même les médecins qui ont laissé leur vie à un moment donné. Oui. Et donc, qu'on soit civil, journaliste, militaire et tout ça, dès que vous avez un souci de santé, vous allez au CHU. Et quand la plus grande structure sanitaire du pays n'a pas le minimum pour soigner les gens, et qu'on en parle depuis des années, personne ne dit absolument rien, mais on a de l'argent pour investir dans la futilité. Je crois que notre devoir de journaliste, c'est de continuer par dénoncer, d'attirer l'attention des autorités et d'en appeler à la conscience des uns et des autres. Les autres pays font des efforts et on essaie de construire des hôpitaux de renom dans les pays voisins où nous allons nous soigner. Je ne sais pas, convenablement, on est content d'aller là-bas. C'est vrai que parce qu'aujourd'hui, les habitants de Lomé, la plupart maintenant, c'est le côté du Ghana. Oui, ils vont au Ghana pour se soigner. Oui, c'est à Plaou, à Sogankopé que les gens vont se soigner. Les gens vont jusqu'à Ho pour se soigner. Et tout le temps. Et c'est de l'argent pour ces pays-là. Oui. Parce que la santé a un coût. Les gens ne vont pas se soigner là-bas gratuitement. Les gens payent pour se soigner. Et donc, il faut qu'à un moment donné, les autorités arrêtent cette négligence-là des structures sanitaires. Si vous-même vous ne mourrez pas aujourd'hui, quelqu'un de votre famille meurt dans cet hôpital et que vous êtes contraint le week-end d'aller à la veillée ou c'est pas à l'enterrement, de débloquer de l'argent pour soutenir les orphelins, oui, les veuves et tout ça. Et donc il est important que la question des hôpitaux soit réglée une fois pour de bon dans notre pays parce qu'on a de l'argent. Moi je suis d'accord qu'on aille faire des prêts pour construire des hôpitaux plutôt qu'on aille faire des prêts pour acheter des gazelles, des hélicoptères qui ne serviront pas à grand chose. Non, franchement, parce que le militaire même qui va piloter l'hélicoptère a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir piloter cet hélicoptère-là, où les enfants de ces militaires-là qui conduisent l'hélicoptère doivent aller se faire soigner dans un hôpital de référence. Oui, il n'y a pas longtemps quand même, le ministre de la Santé, même sur nos antennes, s'est félicité du projet de la contractualisation. L'idée là qui avait germé, qui suit son cours beaucoup plus dans les centres de santé de Blita et d'Atapamé. Il faut poser la question aux spécialistes, ils vous diront que c'est une mauvaise approche. Oui, ça marche à Atapamé, bon, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils disent. Au Togo, on dit toujours quand on ramène un truc de ce genre, on dit toujours ça marche jusqu'au jour où bon, on voit les dégâts. On nous avait dit que l'OTS ou Gapéry ça marchait jusqu'au jour où on a dit bon, aujourd'hui ça ne marche plus. Mais moi je crois que on va toujours lancer un appel en direction des autorités. Il faut régler le problème des hôpitaux. C'est important. Vous avez vous avez quoi? Un chef d'État, un premier ministre, ils ne vont même pas voir là où les gens se soignent. C'est pas normal.
Ils ne rendent même pas visite dans ces centres-là pour voir dans quelles conditions les gens se soignent. Vous avez le Premier ministre qui est là dans son palais, tranquillement dans sa... à la primature. Bon, il a le temps pour recevoir les Miss Togo, tout ça. Il va même pas dans un hôpital pour voir comment les gens se soignent, parce qu'il sait que bon, le jour où il a un pépin, il prend le premier avion pour aller se soigner à Paris ou je sais pas où aux États-Unis. C'est pas normal. Je pense que les associations, les organisations de la société civile doivent intensifier des actions pour obliger les autorités. Oui, parce qu'elles aussi, on ne les voit que quand il s'agit des questions politiques. Oui, oui. Il y a bien elle ne doit pas être seulement sur les questions politiques. Il y a aussi des questions sociales et des questions comme les questions de santé. Il faut que les associations de la société civile s'organisent pour que, bon, vous savez, depuis que le Maroc a voté une loi pour interdire à ses dirigeants d'aller se faire soigner à l'extérieur, les Marocains ont aujourd'hui les meilleurs hôpitaux. En Afrique subsaharienne aujourd'hui, on est obligé d'aller se faire soigner au Maroc. Y compris nos chefs d'État. Oui, les chefs d'État vont se soigner au Maroc. Si les gens ne vont pas en Israël ou en France, ils vont au Maroc. Donc, il faut que la société civile développe des actions pour obliger les gouvernants à doter le pays de centres de santé ou d'hôpitaux de référence pour que les gens se soignent. C'est pas normal. Vous allez par exemple dans les régions septentrionales, à Kara, il faut aller faire le scanner à Djougou. Ah oui. Oui, il faut traverser la frontière pour aller faire le scanner au Bénin. Et le scanner de Kara ne marche pas. Il faut ramener les malades jusqu'à Lomé. Vous imaginez l'état de la route où il faut prendre un malade, le ramener à Lomé. Non, le scanner à Lomé. Oui, le scanner à Lomé aussi ne marche pas. Donc vous voyez tout ça. Et donc c'est pas normal. Bien, très bien. Bah, écoutez, je pense que c'est un coup de gueule finalement. Ce matin, nos hôpitaux aussi sont en souffrance et ils ont aussi besoin qu'on court être donc à s'achever finalement. Alors un autre sujet que je voulais qu'on aborde très rapidement aussi, c'est par rapport donc au compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Cette semaine, le cabinet qui est en charge d'auditer les comptes tels que présentés par les responsables, c'est-à-dire le ministère des Sports et la Fédération togolaise de football, l'auditeur a présenté les comptes et on s'est rendu compte que à la fin, un peu plus de 600 millions de francs CFA ont disparu. En tout cas, il n'y a pas eu de traces de ces 600 millions de francs CFA. L'auditeur nous a dit qu'on a mobilisé un peu plus de 4 milliards, dont 3 milliards qui venaient de l'État togolais. Mais bon, dans l'exercice, on se rend compte qu'il y a 600 millions de francs CFA qui ont disparu. Et ce matin, vous dites, Ferdinand, on vole d'édition en édition. Un petit peu comme ce qui s'est passé la saison dernière, la dernière fois que le Togo a participé à une compétition. Non, ça ne s'arrêtera pas tant qu'on ne va pas arrêter, tant qu'on ne va pas punir les gens. Ça ne doit étonner personne. Dans un pays où on a détourné 26 milliards sur un chantier de route où on n'a arrêté personne, c'est pas 600 millions, la disparition de 600 millions qui va inquiéter qui que ce soit. Ça c'est même des larcins. C'est-à-dire que des gens qui volent des milliards, ça vaut rien, ouais, 600 millions, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer pour eux. Et la preuve, ils sont venus le dire gaillardement devant les médias que 600 millions ont disparu. Non, mais on demandait les comptes. Oui, qu'on n'a pas vu les traces. Mais ces mêmes personnes ont fait des surfacturations. Les gens ont commandé des chaussures, ils ont doublé les prix. Ils ont commandé les vestes, ils ont triplé les prix. Les vestes même n'étaient pas convenables. Mais tout ça. Oui, ça, on en a entendu parler. Dès que. Les vestes bizarres. Oui, les vestes bizarres. Et des joueurs n'ont même pas pu porter ça 2 jours. Dès qu'on dit que le Togo est qualifié pour la CAN, c'est un business. Vous voyez les gens qui se bagarrent pour entrer dans les comités de mobilisation de fonds, comités d'organisation, comités des comptes. On a vu toute l'histoire d'Aoumé Zoumou ici qui a dit personne ne gardera par devers lui un seul franc. Les gens ont poursuivi, même quand il était à la primature, les gens jouaient les bandes, tout ça, pour que bon. Mais on a dû les contraindre finalement à rendre public quelque chose, mais qui était en deçà de la réalité. Aujourd'hui, on revient nous dire, ce sont les mêmes choses. On dit un demi-milliard a disparu. Plus d'un demi-milliard. Oui. Alors qu'on cherche 100 millions pour financer, je ne sais pas quoi dire, pour financer le championnat. Au moins on cherche 100 ou 200 millions pour financer le championnat. Au moins s'il y avait ce reliquat de 600 millions, on aurait pu défalquer 200 ou 300 millions pour donner aux équipes de première division pour que les gens jouent le championnat convenablement. Et donc, vous voyez que... Pourquoi pas équiper l'hôpital? Oui, équiper l'hôpital ou bien même changer des vestiaires dans des stades ou construire quelques écoles. Mais voilà, 600 millions ont disparu. Certainement que quelqu'un a construit une villa dedans, quelqu'un a acheté une voiture dedans, quelqu'un a fait des voyages dedans et on n'arrêtera personne. L'année prochaine, quand le Togo sera encore qualifié pour la CAN au Cameroun, on mettra le même comité, vous retrouverez les mêmes individus
ils vont encore voler de l'argent et on reviendra vous dire l'argent a disparu et il n'y aura personne qui va rendre compte. Est-ce que c'est pas trop facile comme ça? Mais c'est vrai que sur nos antennes, lorsque on réclamait à corps et à cri les comptes de l'autre compétition à laquelle le Togo a participé, et notre confrère, malheureusement il n'est pas là ce matin pour souci de santé, Tchaniaou Arimiaou disait que il faut voler. Quand on vous choisit, il faut voler. Parce que la certitude, c'est qu'il n'y aura rien du tout. Et il n'y a rien pratiquement, il y a pratiquement rien. Et c'est ça le pays. C'est-à-dire que, on le dit tous les jours, les gens ne veulent pas comprendre. Depuis 2006 ou 2005 que ce régime est arrivé, on n'a jamais arrêté un voleur. Mais les scandales se suivent. Hein? Il y a ceux qui volent les milliards, il y a ceux qui volent les millions. Et bon, s'il y a encore un autre chiffre qui est au-dessus des milliards, il y a ceux qui en volent. Mais on n'arrête pratiquement personne. Les sociétés d'État ont fait faillite les unes après les autres, on n'a jamais situé de responsabilité. Au contraire, on recycle les voleurs, on les met un peu dans leur réfrigérateur, quelques temps après, quand les gens oublient, on les ressort, et puis on refait leur promotion. Donc, quand c'est une culture de l'impunité généralisée, mais tout le monde prend de l'argent parce que les gens savent que bon, on ne leur fera absolument rien. C'est de ça qu'il s'agit. On vole d'édition. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on ne peut que constater les dégâts. Parce que celui qui doit frapper les gens pour que tout le monde soit discipliné, la personne ne fait absolument rien. Ou la personne même a peur, ou la personne est aussi mêlée à d'autres choses. Vous imaginez, le Togo crée des structures pour faire plaisir aux Blancs ou pour souscrire à cette histoire de MCC. On a créé la commission anticorruption. Oui. Vous savez que c'est l'occasion. Vous savez que depuis 6 mois qu'on a créé cette commission, il n'y a pas de locaux. Ils ont loué une villa en face du stade de Kégué là-bas. Ils ont eu toutes les difficultés pour aller trouver une villa. Ça veut dire que tous les immeubles de l'administration qui sont là, on n'en a pas trouvé pour eux. Les gens sont allés voir les démarcheurs, ils ont cherché à Lomé ici des villas. Ils ont trouvé une villa là-bas. Pour équiper la villa, aujourd'hui on vient, on achète un bic. Demain on vient, on achète une chaise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté. Mais on a créé ça juste pour masquer. Et le magistrat qu'on a nommé à la tête de cette commission, qui avait un bon poste à la cour, je crois à la cour d'appel, il a libéré ses bureaux et depuis il est à la maison. Il travaille à la maison. Il est à la maison puisque la commission n'est pas fonctionnelle. C'est maintenant que bon, on essaie d'équiper la villa de structure. Donc ils vont prendre 2 ans ou 3 ans pour équiper la villa. Et après, ils vont dire, bon, on va prendre 4 ans pour chercher les voleurs. Alors que les voleurs sont sous nos yeux. Les voleurs sont sous nos yeux, oui, tout le monde les voit. Bonjour, Loïc Lawson. Oui, bonjour Eric, bonjour Ferdinand et bonjour aux auditeurs. Merci de nous avoir rejoints. Ce sujet sur les comptes de la CAN, vous aussi, vous en avez parlé dans votre édition d'hier. Et vous aussi, vous avez une conclusion parfaite, hein, c'est moi qui le qualifie. Le compte n'est pas bon. Comme toujours, hein? Ben, oui, mais c'est ça. C'est comme toujours. C'est le Togo et c'est comme ça. C'est l'impunité. C'est le prix de... Oui, est-ce que ce n'est pas facile comme ça? Non, oui, puisque dans le pays, on punit personne. Personne. On vole à ciel ouvert et tu es libre. C'est bien le contraire, c'est quand tu voles même quand tu fais ta promotion. C'est quand tu fais des dégâts et que tu te la prescris. Quand tu fais ta promotion, imagine-toi qu'un de tes collaborateurs, pas témoin du président de la République, me disait l'autre fois, la presse peut écrire n'importe quoi, le président vous ne le connaissez pas. Plus vous parlez mal de quelqu'un, plus lui il fait sa promotion. Incroyable. J'ai dit, il y a 2 jours, je n'en revenais pas. Que plus, vous n'avez pas remarqué que je voyage de plus en plus? Ah ben oui, parce que vous parlez mal de moi. Continuez. Ah oui? Mais alors finalement, ils finiront par demander à la presse de parler mal d'eux pour avoir de la promotion. Oui, mais maintenant revenant à la FTF, au fait, c'est ce que j'ai compris aussi finalement, c'est que c'est pas de l'argent, 600 millions qui était quelque part que quelqu'un a détourné. Ils ont trouvé des astuces pour pouvoir prendre cet argent. Oui, Ferdinand évoquait tout à l'heure des gens qui ont commandé des vestes bizarres. Oui, sans finalement, ça qui n'a servi à rien, puisque pas plus que le coach et certains qui ont porté, les joueurs n'ont pas porté parce que c'est trop large. Voilà, bon voilà, ça c'est un cas. Il y a l'autre cas aussi, c'est qu'il y a des dépenses que le gouvernement a déjà prises en charge, qui se sont encore retrouvées faites. Oui. Dans l'audit. Ouais. Le gouvernement a déjà pris en charge certaines dépenses, mais on dit encore qu'on a fait ces dépenses. Il y a un autre cas qui était encore flagrant, mais d'après ce que j'ai appris, et je ne sais pas comment ils appellent ça, l'ostéopathe ou bien le kiné ou comment ça s'appelle. Voilà. À chaque match, on paie des médicaments pour les joueurs. Et l'auditeur dit, mais le médicament finisse à tous les matchs, c'est-à-dire si on fait match tout de suite, le médicament finit, et on dit demain encore on paye la même quantité.
La même quantité de médicaments. Ah, mais attends, Oui, c'est-à-dire on a prévu. c'est quoi ça? Mais oui, c'est la réalité de l'auditeur. Approche l'auditeur, tu vas voir. Moi, je me suis un peu approché du cabinet, j'ai compris ce qui s'est passé. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour les trucs des médicaments. Pour le transport, n'en parlons pas. Ouais. Ils ont exagérément doublé pour le transport. Ouais. L'État était censé prendre 180 personnes. L'État a signé pour prendre 180 personnes, journalistes, tout ça. Supporters, tout ça. Supporters, 180 personnes avec leur manger. Au finish, et ils se sont arrangés aussi pour envoyer le ministre très loin. C'est-à-dire très loin de là où eux-mêmes ils sont logés, en réalité. Tu comprends? Oui. Oui, parce que tu sais, aujourd'hui, tout ça là est beaucoup plus clair. On a un audit aussi comme ça, c'est parce qu'aussi, on a un ministre qui n'a pas voulu être complice de tout ça. Habituellement, on n'a pas les choses assez transparentes comme ça, l'auditeur qui essaie de dire ce qui s'est passé. On l'envoie très loin. Alors lui aussi, il fait l'effort de débarquer et il constate que, mais attends, il y a énormément de personnes qui sont autour de la table. Mais tout ça là, c'est le Togo. On lui fait comprendre que c'est les Togolaises aussi, ils ont fait l'effort d'être là, et on ne peut pas les laisser, on a pris en charge leur hôtel, on a pris en charge leur manger. Et le ministre, est-ce que c'est les Togolais, est-ce qu'il peut les renvoyer? Non, tout ça là, on a trouvé des formules pour surfacturer. Le transport était pris en charge. Pour une petite anecdote, il y a une anecdote, je crois, et le transport inter. Oui. Était pris en charge, mais au finish, vers la fin, il y a des sociétés qui sont présentées ou des personnes avec des factures de 6 millions par là, 9 millions par là, pour dire qu'il faut qu'on les paie, alors qu'ils n'ont aucun contrat, c'est-à-dire le gouvernement n'a pris aucun engagement avec eux. Vous voyez un peu, il y a eu trop d'amalgame, trop d'anomalies. Alors ce qui a paru un petit peu bizarre aussi l'autre fois lorsqu'on faisait les comptes, c'est le président de la fédération, Guy Apovi, qui s'est complètement lavé les mains. Il a dit au niveau de la fédération, ils n'ont géré aucun sou. C'est le comptable du ministère qui paye à chaque fois. On dit, il y a ceci, c'est le paiement est effectué directement par le comptable du ministère des Sports. Oui, mais attends, je crois qu'il faut interpeller tous ces gens-là. À un moment donné, il faut arrêter cette complaisance-là. Il faut interpeller tous ces gens. Aujourd'hui, quand on prend un petit... Le procureur peut surtout se... Non, il faut laisser cette histoire de procureur. Il faut arrêter les gens. Il faut une volonté politique. Qui arrête alors? Mais il faut une volonté politique pour mettre de l'ordre dans tout ça. On prend le petit voleur de portable à Décon. On le fout en prison 3 mois ou 4 mois. Les gens volent des milliards, ils circulent, ils embêtent les gens et personne ne leur dit absolument rien. Parce que cet argent, c'est l'argent du contribuable. On venait de faire une analyse élémentaire. Si on avait ces reliquats de 600 millions, on aurait pu équiper des choses. On aurait pu au moins éviter de débloquer encore de l'argent aujourd'hui pour donner aux équipes de jouer le championnat. On aurait pu leur donner cet argent. Donc, on ne peut pas continuer à demander des efforts aux populations, aux contribuables. On augmente même les prix des ciments, tout ça. Les gens payent des choses chères pour financer l'équipe nationale et derrière, certains s'en mettent plein les poches. C'est pas normal. On ne peut pas continuer à faire les poches aux Togolais et que d'autres derrière détournent de l'argent. Non, c'est pas normal. Il faut punir les gens. Par exemple, Apovi évoque le cas du stage à Sali. Ils n'en sont pas mêlés. C'est pas bizarre. Non, ça va être, c'est trop bizarre. Regarde un peu par exemple il y a normalement, c'est vous qui êtes spécialiste de football, quand il y a une qualification, après il y a la CAF ou truc qui envoie de l'argent. Oui. La FTF dit qu'elle n'a jamais touché à ses sous jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que le rapport de la CAF dit. Oui, voilà, c'est le contraire. Parce que, par exemple, tu vois, on prend le billet d'avion des joueurs. L'État en avance a pris en charge tout cela. Mais c'était censé qu'après, comment vous appelez ça, quand la CAF a envoyé de l'argent, il y avait certaines dépenses que l'État a pris en avance. On pouvait en principe renvoyer au trésor, défalquer. Tout cela n'a pas été fait. Tout ça n'a pas été fait. Et il y a un flou artistique parce que on sait au niveau de la FTF que le ministère ou l'État n'a pas le droit de s'ingérer dans cette gestion, alors on en fait ce qu'on veut. À Covid, moi je dis c'est une déception et l'État doit prendre ses responsabilités. On a cru qu'un militaire ou un galonné allait venir là-bas et que les choses allaient changer. Non, bon. On s'est trompé. Non, moi je dis on s'est trompé. On s'est trompé avec Akovi. Très bien. Alors, on ne va pas quitter rapidement le sujet des comptes parce que l'argent, il semble que ça attire beaucoup. Il y a un autre sujet, effectivement, c'est vous qui l'évoquez ce matin, c'est par rapport au trésor public. Et quand j'ai parcouru un petit peu votre article ce matin, je me suis rendu compte que le trésor public togolais fait beaucoup de tort à certains citoyens. Hein, et vous estimez que le trésor même asphyxie les prestataires. Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces factures impayées? Oui, les prestataires qui se plaignent, vous savez, les prestataires... À cette allure, on ne va plus perdre de l'argent ou on ne va plus rendre service à l'État. Vous savez, les fournisseurs de l'État, c'est-à-dire que, comme je le disais ce matin dans la une, l'État n'a pas de boutique qui vend des choses. L'État s'adresse à des fournisseurs pour prendre des voitures, pour prendre les consommables dans l'administration, des feuilles, tout un tas de choses pour faire fonctionner l'administration. Et ces gens-là sont des opérateurs économiques qui livrent et qui sont payés par le trésor public. Malheureusement, depuis 2016, certains n'ont pas été payés jusqu'à
prison, c'est des centaines de millions, voire des milliards. Le directeur de la comptabilité publique même nous disait que la rédaction à Géant Téléphone disait ça doit tourner autour de 40 milliards. 40 milliards. Ouais, mais il dit qu'ils ont payé pas mal de prestataires. Non, pas 40 milliards, mais autour de plusieurs milliards. Mais il dit qu'ils ont payé pas mal de prestataires, mais qu'il y a encore des factures qui ne sont pas payées. Mais ce que les autres disent, c'est que, bon, puisqu'on ne paie pas les factures, mais certains arrivent à se faire payer par des méthodes de magouille. Ah, oui. Et il y a des les 10%, il y a des commissions. On avait déjà souligné ça une fois dans l'alternative. Que au Trésor, avec si par exemple vous avez une facture de 100 millions, les gens trouvent des formules pour vous payer les 100 millions, mais vous leur versez peut-être 20 millions, ils se partagent entre eux. Et vous, on règle votre facture, les autres, on ne les règle pas. Or, ces gens ont des soucis, parce qu'ils ont pris l'argent dans les banques, c'est des opérateurs économiques, ils ont fait des prêts dans les microfinances, et ils doivent régler les impôts, oui, le TR et tout. On ne renouvelle pas leur carte d'opérateur économique, donc ils ont pas mal de problèmes, certains même en sont morts. Or, les factures sont là depuis 1 an. Alors, nous avons, en faisant cet article-là, de chercher à avoir l'avis du directeur de la comptabilité. Donc, on a appelé M. Yerima Mouchout, qui a donné son avis. Il reconnaît que, bon, il se peut qu'il y a certaines factures qui ne sont pas encore payées, mais qu'il s'organise à liquider tout ça d'ici la fin de l'année, parce qu'ils vont lancer une obligation un titre de... c'est pas l'obligation du trésor, ils vont lancer des trucs pour récolter de l'argent sur le marché financier, ils espèrent récolter au moins 70 milliards et qui leur permettront de régler certaines factures et de régler d'autres créances qui sont là. Mais sur le plan les prestataires ont peur aussi qu'on reverse leurs factures dans la dette intérieure. Il dit non, quand ça ne sera pas reversé dans la dette intérieure, ils vont régler ça. Et ensuite, sur le plan de la corruption, il dit qu'il n'en a jamais entendu parler. Non, pas entendu parler, mais il n'a jamais vu de cas concret. Que si jamais nous, les journalistes ou même des gens qui se plaignent, connaissent un cas concret, parce que lui, il est le directeur général de la comptabilité publique, donc il est au-dessus de tout. Il y a le directeur du trésor, il y a d'autres personnes, et donc il y a plusieurs secteurs là-bas. Il se peut que des gens se comportent de cette manière-là, de le signaler même sous couvert de l'anonymat, parce que souvent, ces gens d'information ne font pas honneur au trésor public. Bon, il a été tellement rigoureux, il a dit non, qu'il ne tolère pas ce genre de choses dans leur service. Si jamais on apprend des choses comme ça, de les informer. Donc, nous, on a tenu à relever tout ça pour dire il faut que l'État paie ses factures pour que les opérateurs aussi puissent tourner leur entreprise. Parce que tant que les opérateurs ne tournent pas leur entreprise, c'est un personnel qui est là, c'est des charges, et des gens vont fermer leur entreprise, et c'est l'économie qui prend un coup. Donc je pense que l'État doit faire un effort d'être vraiment crédible vis-à-vis de ses fournisseurs. C'est ces créanciers. Louis? Bon, je crois que c'est un sujet assez important. On connaît tout ça. Souvent, les noms qui sont évoqués pour les rétrocommissions, c'est les comptables payeurs. Oui. On a vu un cas à l'intérieur du pays qui a été renvoyé carrément parce que voilà, si vous ne lui donnez pas quelque chose, vous passez pas, quoi. Votre facture n'est pas payée. Non, ça c'est bon. Que le directeur, je ne sais pas, de la comptabilité publique ou le directeur du trésor dit qu'il n'est pas au courant de ça, bon, ça m'étonne. Je le comprends, je le dédouane, mais c'est déjà bien pour qu'il ait accepté de répondre à la presse. Ouais. C'est déjà, nous le félicitons déjà pour cela. J'espère qu'après il n'aura pas de soucis. Maintenant, maintenant, la réalité, c'est celle-là. C'est vrai que les entreprises ont de la peine à rentrer dans leurs fonds. Tu rentres dans tes fonds quand tu sais maniérer, comme disent les Ivoiriens. Ouais, quand tu peux gérer les gens après, tu peux rentrer dans tes fonds. Quand tu fais des promesses par-ci, par-là, tu peux rentrer dans tes fonds. Ça existe. Et c'est pas seulement au niveau du trésor, parfois même dans nos entreprises. Moi, j'ai vu au trésor, devant moi, j'ai vu une scène qui m'a un jour choqué. Et quand le monsieur est venu pour prendre son argent, mais le payeur a défalqué de force pour lui remettre. En même temps. Il a défalqué sa part. J'ai dit, c'est pas. Je connais le guichet, la caisse où ça s'est passé. Et il me dit, regarde comment on lui a fait. On l'a défalqué de force. Il a coupé. Ah oui. Donc, tu comprends, c'est comme si c'est un droit. Donc, parce que s'il ne fait pas ça, le gars peut le trimballer. Le gars peut le traîner, lui dire que bon, tant que, je sais pas, on n'a pas signé ton bon, tu ne peux pas toucher à l'argent. Et c'est aussi ça les réalités de nos comment vous appelez là, de nos services publics. Ça existe partout. Et c'est pas seulement, c'est le problème, c'est un peu le problème, ça a amené un peu le problème de la corruption. Et c'est comme ça partout. Partout. Si tu vas dans le monde des PTP, tu verras comment on paye les gens. Ceux qui ont leur dette, c'est comment tu fais, qu'est-ce qu'il faut négocier, qu'est-ce qu'il faut donner. Finalement, la lutte annoncée et peut-être engagée contre la corruption, elle est vaine. Bon, elle n'est pas vaine. Il y a les efforts qui sont faits.
on le reconnaît, mais c'est juste une goutte d'eau dans la vague. Parce que le problème, parce que les gens souffrent. Les gens n'ont pas de moyens. Tu comprends? Et en fin d'année, comme ça, normalement, pour qu'ils puissent avoir, ça dit, comment vous appelez ça, et de la liquidité qui circule, il faut justement payer ces personnes-là. Quand vous les payez, l'argent circule. Quand vous ne les payez pas, il y a problème. C'est pour ça, dans des pays sérieux, juste en fin d'année comme ça, on fait le trésor fait le pot de liquider au maximum les factures. Pour que ça permet à l'économie de tourner. Mais quand c'est crispé comme cela, déjà qu'il y a des problèmes avec l'OTR, déjà qu'il y a des problèmes de marge qui font que l'activité est ralentie, et on ne veut pas non plus payer les gens, tu comprends que les Togolais vont de plus en plus souffrir, et une fois qu'ils souffrent de plus en plus, ils vont sortir dans la rue pour manifester leur ras-le-bol. Et comme me disait pas plus tard qu'hier un fonctionnaire, et nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont dans la rue, c'est parce que nous sommes des fonctionnaires, on ne peut pas sortir, tu quittes ton poste, c'est compliqué, mais nous sommes de tout cœur avec eux. Ah oui, tu comprends? Finalement, ceux qui sont à la maison, dans les bureaux, sont plus nombreux que ceux qui sont dans la rue. Mais oui, la vraie majorité silencieuse que d'autres s'accaparent, c'est celle-là qui a envie de sortir, qui veut sortir pour manifester son ras-le-bol. Et moi, je dis, si ça continue à cette allure, on n'arrive pas à payer les créanciers. Bientôt, nous apprenons que d'ici 2-3 mois, si cette crise, et je crois que c'est pour ça que le mouvement s'est attardé pour aller au dialogue, persiste, ils auront de la peine à payer les fonctionnaires. Ah oui, c'est là où moi je voudrais rebondir, parce qu'on nous signale aussi que il se peut que très prochainement, le trésor public ne soit plus capable on de va pas le souhaiter. Les fonctionnaires. Oui, non, ça sera grave. Ça serait grave, oui, on ne va pas le souhaiter, puisque Vernac disait tantôt que bientôt l'État va lancer, comment vous appelez ça, c'est pour payer les créanciers. Bon, peut-être aussi, et un peu les fonctionnaires, parce que depuis 3 mois, je te dis, approche un peu les gens au niveau du trésor, ou un peu, je ne sais pas, dans les banques, tu apprendras que, mais non, l'économie a pris un coup sérieux. Et sans que l'économie a pris un coup très sérieux. Visiblement, au niveau de l'OTR, on en finit par le dire aussi. Oui. Les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Et moi, ce qui me fait mal, on dit toujours souvent énorme, mais on ne donne pas, on n'arrive pas à nous chiffrer. Ah oui. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, en une journée, on va te dire, voilà ce qu'on a perdu. Voilà ce qu'on perd. C'est-à-dire, ça n'est pas une honte pour l'État de dire, chaque fois qu'on marche et qu'il y a une grande mobilisation, les routes sont barrées, les marchés vidés, voilà ce que ça coûte comme perte. Bon, les émissaires du gouvernement nous ont parlé d'un milliard. Oui, d'un milliard. Il faut que des privés aussi, des économistes, ceux qui disent enseignants-chercheurs, économistes, machin. Pour moi qui cherche ça, il faut de faire de grandes recherches, il faut qu'ils puissent trouver ces petits chiffres-là. Voilà ce qu'on perd, voilà ce qu'on gagne. Ferdinand, ça peut être en cette façon de paiement. C'est en cela que la crise politique interpelle tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière pour dire que nous, ça ne nous concerne pas, nous on est dans le privé, on est dans nos bureaux, on est dans les assurances, la crise interpelle tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays et on dit ça ne va pas, ou bien il y a une crise politique, il y a certains qui font comme bon, eux ils sont à l'abri, il n'y a pas de problème. Mais la crise, elle est diffuse, elle atteint tous les secteurs. Tous les secteurs d'activité vont être paralysés à un moment donné parce que c'est le politique qui régente tout dans un pays. C'est le politique qui régente tout dans un pays. Donc les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'OTN est en train de demander carrément pardon à certains opérateurs économiques pour pouvoir rentrer, pour pouvoir rentrer dans certains fonds. Le recouvrement? Oui, ils sont en train d'offrir, je ne sais pas comment dire, d'offrir des conditions préférentielles à des gens pour que les gens liquident certaines choses pour qu'eux puissent avoir de l'argent. Moi, je connais des opérateurs économiques qui m'ont dit, mais des gens se sont retrouvés dans son bureau, le suppliant carrément d'accepter un certain nombre d'abattements sur certains produits pour que l'OTR puisse rentrer dans ces fonds. Donc, il y a une situation difficile qui est là. Mais, quand on parle de politique, vous voyez le gars, il dit, oh, moi je ne suis pas dans vos affaires politiques, hein. Moi je suis dans l'assurance, moi je suis un homme d'affaires, moi je suis ceci, ça ne me regarde pas. Mais, la politique, ça concerne tout le monde, parce que c'est le politique qui détermine tout. C'est le politique qui détermine tout. Donc voilà. Non, on ne peut pas le nier. La preuve, tu sais que le Premier ministre a dû recevoir les hommes d'affaires. Oui, parce que l'impact est là. J'ai l'habitude de te dire ici, Humbo a toujours dit que les marches ont toujours été un problème pour notre pays. Elles ont toujours agi sur l'économie du pays. Et à ceux qui ont l'habitude de dire que ça ne faisait rien marcher, et ça n'a... Non, ils se trompent. Non, ça on le disait avant l'entrée en scène de Tikpi. Oui, mais bon, maintenant je crois que tout le monde a compris que les marches créent des dégâts. Et comme dit Ferdinand, ça concerne, le problème politique concerne tout le monde. On est tous concernés. Médecins, fonctionnaires, je ne sais quoi, et tu es dans le privé, on est tous... Parce que quand tu
Même si tu es bien payé, tu n'as pas de soucis. À un moment, quand l'entreprise aura des soucis, on va parler de compression. Si tu ne sais pas faire, tu feras partie des dégâts collatéraux. Oui, et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on doit tous œuvrer à ce que les choses aillent dans le bon sens. Pas forcément en allant dans la rue, ou bien en allant marcher, ou tout ça. Mais il y a d'autres manières de parler et de dire, écoutez, arranger pour que les choses aillent bien. Tu sais, ailleurs, les gens me disent, j'ai rencontré des gens qui me disent, nous on est des fonctionnaires, on ne peut pas aller à la marche, nous on est sérieux. Ailleurs, non. Tu sais, ailleurs, en Égypte par exemple, c'est à la fin de journée, en fin de journée, c'est-à-dire autour de 17h30, 18h, à l'époque de la Révolution, qu'il y a plus de monde. Oui. Parce que quand les fonctionnaires quittaient le bureau, les gens quittaient l'entreprise, ils rejoignent voilà, et ça faisait, la foule grandissait. Tu comprends, non? C'est pour dire que c'est, pour ceux qui disent, bon, on a peur pour notre service. Je comprends aussi, parce que tu ne vas pas au boulot, on le marque. On marque, on dit que tu n'es pas allé au boulot et puis tu peux perdre ton poste. C'est aussi ça le Togo et c'est un peu compliqué. C'est le seul pays au monde où tu ne vois pas le patronat qui peut approcher librement. Ou se positionner. Non, pas pour se positionner. Peut approcher librement les gens de tous les bords en disant aujourd'hui, nous le patronat, on veut rencontrer la classe politique de l'opposition pour savoir quels sont d'abord, on peut faire une journée d'échange. Non, une journée d'échange pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont vos projets pour l'économie et tout ça, ou la chambre du commerce, ou ceci. Les gens sont enfermés dans dans des clichés, dans des considérations. Bon, c'est vrai, le Premier ministre a reçu les opérateurs économiques. Mais il aurait fallu que ces opérations économiques, il aurait été aussi préférable que ces opérateurs économiques rencontrent aussi les opposants en disant, bon, écoutez, voilà les problèmes, les difficultés que nous avons, et la situation politique ne nous tient pas. Parce qu'on ne sait jamais, c'est ça? Oui, c'est une démarche normale, décomplexée. Il faut écouter tout le monde, parce que ceux qui sont dans l'opposition, demain, ils pourront aussi prendre le pouvoir. Mais quand vous allez en France, le MEDEF parle avec tout le monde. Oui. On invite le MEDEF. Moi, j'étais à des conférences, des partis qui n'étaient pas au pouvoir en France, où il y avait le MEDEF. Le MEDEF parle avec tout le monde, parce que vous ne savez pas demain qui prend le pouvoir. Donc ici, les gens sont là, disent, nous, on est dans le monde des affaires, on veut pas des problèmes. Est-ce qu'il ne faut pas les comprendre? Parce que vous aurez vite fait de rencontrer, ne serait-ce que, peut-être, c'est pas trop, je donne un nom au hasard, Tikpi Akadam ou Jean-Pierre Favre, que le soir, écoutez, le fisc arrive. Le fisc arrive avec le redressement, c'est ça. Mais à un moment donné, mais si c'est une démarche institutionnelle, ce n'est pas un individu qui est un homme d'affaires qui est dans sa maison, qui reçoit incognito. D'accord. Parce que les hommes d'affaires, ils pèsent dans la balance économique. Il faut qu'à un moment donné, ils s'imposent au pouvoir en disant, mais écoutez, comme le MEDEF s'impose en France. Nous écoutons aussi les autres. Oui, mais parce que l'action des autres aussi crée des préjudices à nous. Ferdinand, attention. Quand les opérateurs économiques vont voir le Premier ministre pour dire que bon, les marcheurs perturbent leurs activités. Non, s'ils ne vont pas parler avec les marcheurs, ils règlent le problème comment? Non, ceux qui agissent sur le truc, c'est l'opposition, ce n'est pas le problème. Ils règlent le problème comment? Il faut écouter tout le monde. Et à un moment donné, faire des propositions de perspectives de sortie de crise. En disant, nous les économistes, ou bien nous, les hommes d'affaires, voilà les dégâts que cette crise est en train de peser sur nous. Nous voudrons qu'une action urgente soit menée pour qu'on sorte de la crise, pour que l'économie reprenne. Non, oui, vous n'êtes pas d'accord avec Ferdinand, mais il faut jamais un bémol parce que tu sais, il y a plusieurs manières de le faire. D'abord, le Togo n'est pas la France. Le Togo n'est pas une grande démocratie. On sait qu'on a énormément de problèmes. Oui, mais il y a des pays africains qui le font. Oui, on a beaucoup de problèmes. Mais tu sais, tu es d'accord avec moi que pour nous, c'est compliqué. Quand toi, tu écris, quand tu attaques, tu connais toutes les difficultés que tu as. Les moyens de coercition, pour que tu n'aies même pas de publicité, tu les connais. Alors, quand tu es homme d'affaires, c'est plus compliqué. Mais les hommes d'affaires, quand tu les approches, moi, je comprends leur démarche. Quand tu les approches, c'est que demain, si c'est Tikpi Akadam qui est au pouvoir, ils feront la même chose. Tu comprends un peu? Un petit peu d'hypocrisie. Voilà. Tout de suite, Tikpi ou je ne sais pas, Fabre ou quelqu'un prend le pouvoir, tu vas voir comment ils vont se rallier. Le soir même, dans la même soirée, ils vont dire, ah ben voilà, nous on a voulu toujours être avec vous, mais voilà, tu verras. Et c'est comme ça, quand demain ça va changer le camp. Et c'est des hommes d'affaires, ils vont selon leurs intérêts. Maintenant, l'autre démarche, ils sont partis voir le Premier ministre. Peut-être, comme ils ne peuvent pas aller voir l'opposition, ils vont dire au Premier ministre, et que ça va être mal interprété avec l'opposition, monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, trouvez un moyen pour régler le problème de l'opposition. Parce que nous, les marches agissent sur nous, écoutez leurs revendications. C'est aussi une stratégie. Donc, ils n'ont pas forcément besoin, de manière, comme il a dit, plus formelle, de rencontrer l'opposition.
Ça se fait ailleurs. Mais reconnaissons que chez nous, c'est plus compliqué. Toi, ici, il t'a fallu juste recevoir Tipi Atchadam à l'antenne. Après, ta direction et ta réunion, on sait ce qui s'est passé, même si vous n'avez jamais voulu le dire. C'est comme ça. Le Togo aussi est comme ça et on peut rien. Parfois, il suffit que tu fréquentes un homme politique qui est en disgrâce. On trouve que toi aussi, tu dois avoir des pouvoirs avec le pouvoir. Tu sais très bien. Entre-temps, c'est Pascal Bodinan. Combien on n'arrive plus à aller chez lui à la maison? Tu sais très bien. Pachanya Simbe ou je ne sais qui encore. C'est comme ça le Togo est. Aujourd'hui, quand tu es au-dessus, tout le monde est avec toi. Il suffit que tu descendes, puisque c'est un peu comme ça que fonctionnent les États un peu durs. Les États durs n'aiment pas voir quelqu'un approcher. Soit tu es avec moi, soit tu ne l'es pas. Tu es contre moi. Voilà. Tu ne dois pas avoir des ambitions. Quand c'est un État dur, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, Macron sera au Togo dans 1000 ans, il ne sera pas président. Et parlons de Macron justement, parce que le jeune président français était en Afrique cette semaine. Il a fait un tour d'abord au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il a parlé avec un peu plus de 800 étudiants burkinabés. Ça a été chaud puisqu'il a voulu parler avec les étudiants burkinabés, questions-réponses, tout a été improvisé. On a vu, comment est-ce que vous l'avez apprécié? Non, c'est déjà dit, disons que c'est courageux. Parce qu'il paraît que c'est le premier chef d'État français qui accepte de faire cet exercice-là. Et tel que ça s'est passé, on a vu que ce n'est pas un truc préparé, c'est-à-dire genre on a pris des étudiants et à l'avance pour dire c'est toi qui poses les questions. Ça aussi on connaît. Parce que quand tu vois la quinquessence ou bien de certaines, ou du moins la faiblesse de questions de certains étudiants, tu sais que ce n'est pas préparé à l'avance. Oui. Tout ça, moi je dis chapeau. Il a fait un exercice pas facile. Déjà 2 heures de discours, ce n'est pas facile. Et après, accepter pendant 1 heure. Répondre aux questions des étudiants. Moi je dis, sur cet aspect, bravo. C'est un bon exercice et il le faut que le président et le chef d'État s'inspirent. Ça leur coûte rien de temps à autre d'aller au temple du savoir, c'est-à-dire les universités. Bon, il y a Alpha Condé qui a voulu s'essayer un peu temps, vous connaissez l'histoire. Non, lui, ce qui s'est passé, je crois que tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on parle de la promesse des tablettes. C'est les tablettes qui ont causé... Il a pété le plomb. Voilà, c'est là où il a pété le plomb. Donc, les promesses, c'est la promesse des tablettes qu'il a fait, qui n'a pas tenu et qui a créé des problèmes. Il pouvait comprendre. Être humble et dur aux étudiants, oui j'ai promis, j'ai pas pu le faire, mais il voulait faire le truc quand les étudiants lui ont dit niet, et puis ça c'est mal parlé. Et puis n'oublie pas que quand il prend de l'âge et parfois ce n'est plus ça, je sais pas, hein. Il délire parfois Condé. Maintenant moi ce que j'ai dit, nos chefs d'État, à défaut d'être en face des journalistes, pour répondre à des questions. Tu manques cruellement. Surtout chez nous au Togo. Je ne sais pas, honnêtement, j'ai dit, la communication de Faure Gnassingbé doit faire tout. S'il faut lui forcer la main, il faut arriver à lui faire comprendre qu'il faut qu'il le fasse. Le ministre de la Commission et le président ne parlent pas beaucoup. Non, il faut que par exemple Faure Gnassingbé accepte d'être sur devant un plateau où toi, Rigato, enfin, tu poses des questions, un journaliste de la télévision nationale pose des questions, un journaliste... Et de manière libre. C'est vrai que ça se prépare un peu partout, hein. Oui. Partout dans le monde, on prépare. Mais il y a un niveau, quelques questions qui s'inclusent. Non, il le faut... Non, de toute façon, il y a le président burkinabé qui le fait. Le burkinabé, nigérien le fait, Talon le fait, je sais pas, Macky aussi l'a fait l'autre fois. C'est un exercice important. Et quand tu sens que tu peux bien répondre, et que tu n'as pas peur, tu vas même au centre, comme j'ai dit, au temple du savoir, à l'université, où c'est là-bas que se trouvent les étudiants. Bien sûr. C'est l'élite. On les rassemble dans un amphithéâtre, vous discutez. Entre grands frères, petits frères, entre papa et enfant. Et ils posent des questions. Tu leur réponds. Si c'est, je rêve de voir ça pour mon pays. Et je sais qu'un jour ça viendra. Bien. Ferdinand? Non, je crois que... sur cette étape-là Oui, je crois que Emmanuel Macron, il est arrivé au Burkina, il s'est livré à un exercice auquel nos chefs d'État ne se livrent pas souvent, et c'est ce que Loïc a dit. C'est la première leçon qu'il faut tirer de tout ça. Il a fallu qu'un président français arrive au Burkina pour que le président burkinabé mette pied la première fois à l'université. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est comme ça que nos pays fonctionnent. C'est-à-dire que nos chefs d'État sont dans leur tour d'ivoire, ils sont comme des monarques, que les gens venaient, ils ne sortent pas, alors qu'ils sont élus pour rendre compte. Quand je reviens au cas togolais par exemple, M. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 12 ans. Oui. Depuis 12 ans, il n'a jamais mis pied dans une université. Les rares fois où il allait dans une école, c'est pour aller voter, et il est reparti. Il n'est pas allé dans un centre, dans un hôpital. Bon. Oui, si. Les rares fois qu'il allait dans les écoles, c'est pour aller voter. Et il est reparti. Et il n'avait pas fait 38 ans. La seule fois qu'il est venu à l'université, moi j'étais là. C'est nous qui avons organisé son accueil.
En bien ou en mal. Donc vous voyez que ces genres de choses, on n'a pas besoin qu'un dirigeant européen vienne vous le dire. Parce qu'il a fallu que Macron vienne à Ouaga pour que les étudiants burkinabés disent au président français que nous n'avons pas de climatisation. Et il a dit que c'est pas la France de faire ça. Et il a répondu, c'est un langage de vérité, c'est pas à moi de vous faire ça, c'est votre président, c'est le travail de votre président. Et bon, vous avez vu tout ce qui a suivi après, les gens ont dit qu'il y a eu un incident, qu'il a manqué de respect. Non, ce n'est pas un manque de respect, il a dit avec humour. Oui. Et puis, Kabori n'est pas allé arranger la climatisation, non, il était allé aux toilettes. C'est ce que les gens oublient de dire. En fait, il avait déjà demandé d'aller aux toilettes quand la question est arrivée, donc il s'est levé pour aller aux toilettes. Mais nous devons comprendre que tant que nous les Africains, on ne sera pas responsable de nos actes, on ne va pas demander des comptes à nos dirigeants. Et il faut qu'on arrive de faire porter tous les chapeaux aux autres en disant oui, tel problème c'est les Américains, tel problème c'est les Français, tel problème c'est les Allemands, finalement. Vous n'êtes jamais d'accord qu'on dise que c'est la responsabilité de la France aussi si nos pays se portent mal. C'est en partie, mais c'est en partie. Mais on ne va pas continuer par faire des discours pour faire porter la responsabilité de nos bêtises aux Occidentaux. Quand on a volé 26 milliards sur la route de Vaughan, c'est les Français qui ont pris l'argent. Je voulais qu'on revienne. Non, est-ce que c'est les Français qui ont pris l'argent? Les 26 milliards qu'on a volés sur la route de Vaughan. Est-ce que les Togolais, ou bien même les riverains de cette route-là, ont fait des pressions pour que les auteurs de ce détournement soient arrêtés? Comment est-ce que vous voulez que les gens ne se moquent pas de vous? Quand on a amené les moustiquaires ici, les gens ont volé les moustiquaires. Est-ce que c'est les Européens qui ont volé les moustiquaires? Non, les moustiquaires, il y a juste détournement d'objectifs. Oui, mais ils ont volé les moustiquaires. À un moment donné, mais bon, ça a été fait pour parce que moi, quand j'entends certains discours de certains trucs sur les réseaux sociaux, je me pose des questions. Vous savez qu'il y a plusieurs dictateurs qui financent les activistes panafricains pour dire que tout ce qui se passe en mal en Afrique, c'est les Européens. Comme ça, eux sont déchargés de leurs responsabilités. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, la jeunesse doit s'organiser pour demander des comptes aux dirigeants. Quand un président français arrive en Afrique, vous avez vu la manière décomplexée dont il a parlé. Parce qu'il est jeune. Il a dit, bon, moi, je ne suis pas dans les carcans du passé. Je fais ci, je fais ça. Je viens, je discute avec les étudiants. Je dis les choses telles que je les pense. Que ça énerve ou pas, au moins, j'ai eu l'occasion de vous le dire. Et la France, avec le Burkina Faso, a investi quand même. Ils ont investi dans un projet. C'est là où moi je parle parfois de la vision de certains chefs d'État. Par exemple, Kabori, il est là depuis bientôt 2 ans. Il a lancé un projet d'énergie solaire qui coûte près de 30 quelque chose de milliards, qui va fournir au moins 5 ou 6% de la consommation locale. Ça, c'est une vision. Mais qu'est-ce que nous on a fait avec ça? On a fait nous aussi récemment. Qu'est-ce qu'on a fait? Non, je ne parle pas des plaquettes que vous avez inaugurées. Qu'est-ce qu'on a fait avec le concours du global? Nous, on a pris de l'argent. Non, on n'allait pas exagérer. On a pris l'argent. Non, c'est un truc de l'UEMOA, financé par le fonds Saber, pour les paysans. Donc, excusez-moi. Non, excusez-moi. Il faut dire les choses telles que ça se passe. C'est pour les Togolais. Ouais. Mais ça se fait dans tous les pays de l'UEMOA. C'est un fonds de financement de l'UEMOA. Et donc, vous voyez que... Le contour global. Oui, vous voyez que, au fur et à mesure qu'on avance, le Burkina fait en sorte de ne plus être dépendant du Ghana et de la Côte d'Ivoire en termes d'énergie. Mais nous, on est toujours dans la dépendance. Parce qu'eux, ils vont dans l'énergie solaire, ils vont dans l'énergie renouvelable. Et ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Mais nous, on fait des prêts et on fait des trucs qu'on va payer sur 20-30 ans. Mais même l'énergie, là, on ne l'a pas. Aujourd'hui, avec Contour Global, on a des coupures d'électricité tous les jours. Donc je pense que nous devons être exigeants avec nos dirigeants. Et essayer de leur dire, bon écoutez, les Européens, les Américains, ils ont fait des dégâts en Afrique, mais à un moment donné, il est temps que nous-mêmes, nous demandons des comptes à nos dirigeants de la manière dont ils gèrent l'argent public. Parce que l'Européen, quand il donne 1 franc à son président de gérer, il lui demande des comptes. Vous avez vu tout le débat qui entoure l'argent que la femme de Macron va gérer à l'Élysée. Oui, bien sûr. Les gens sont scandalisés. Donc ici, on dit que bon, un chef d'État dépense 1 milliard pour acheter une voiture. Les gens trouvent que c'est normal. Quelqu'un te dit que non, le chef d'État ne va pas rouler dans je sais pas, 1 milliard pour une voiture, alors que c'est un chef d'État. Et c'est l'argent du contribuable. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause juste derrière. On se retrouve pour la seconde partie de Taxi Presse. Deuxième partie de Taxi Presse avec Ferdinand Haïté et Loïc. Loïc, on évoque donc la tournée ou le périple africain d'Emmanuel Macron. Il était ensuite à Abidjan, on va revenir tout à l'heure sur le sommet UE à Abidjan. Mais Emmanuel Macron, il continue pas à séduire, en tout cas, sur certaines questions où on reproche à la France d'avoir fait aussi en Afrique.
Mais il y a aussi une vérité implacable. Nous sommes aussi paresseux. Non, ben, c'est cela. La France ne va pas construire l'Afrique à notre place. Et ça, je crois que Macron, c'est ce qu'il voulait dire quand il a dit aux étudiants, ben, écoutez, la climatisation, c'est pas à la France de vous le faire. C'est simple. C'est-à-dire, je vais te faire une confidence. Tu peux imaginer que pour même avoir Internet, connexion Internet dans des ministères, des ministres envoient des courriers à la délégation de l'Union Européenne pour demander Wi-Fi. C'est ça. C'est une aberration. C'est ça la réalité du Togo. Quand tu vas au ministère du Plan, oui, mais des lettres pour dire on veut Wi-Fi. Pour venir mettre le Wi-Fi dans notre bureau. Tu peux imaginer ça? Va à l'Union Européenne, va au plan, au ministère du Plan, pour voir les courriers qu'on envoie à l'Union pour demander 5 millions, 10 millions, oui. sur des petites 2 millions pour faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, des petites latrines de rien du tout. Ouais. Une latrine Au ministère. une latrine que toi-même, si tu te sacrifies 5 ans, tu peux le faire en tant qu'individu. L'État, le ministère du Plan envoie des courriers pour demander des choses comme ça. À l'Union Européenne. Est-ce que l'Union Européenne, chaque fois qu'elle le fait, et tu verras quand tu vas dans des villages, des latrines, on met le drapeau de l'Union Européenne là-dessus, mais ça fait honte. Une petite, comment vous appelez ça, et les trucs à eau là, comment vous avez, les forages. Les forages et consorts. Est-ce que ça aussi, c'est de l'Union Européenne, c'est des fonds comme ceci, comme cela qui vont nous financer des choses comme ça, alors qu'on dit qu'on est indépendant depuis 1960. Hier, par exemple, ça veut dire qu'on accepte un autre aspect du fait qu'on est paresseux. Hier, hier, on avait suivi une conférence sur l'intelligence économique. Et on était tous émerveillés parce que ça a été, la conférence nous a été, en tout cas, animée. Le communicant, c'était un certain Jonas Daou qui s'y connaît et qui voulait nous parler un peu de l'entreprise, du développement des pays et consorts. Et regardez des exemples banals qu'il nous a donnés et que nous avons toujours trouvé. En tout cas, on avait une fois évoqué ça, toi et moi, ici dans le débat. On dit par exemple que nous avons le port autonome de Lomé. Le port à eau profonde, le meilleur d'ailleurs, on dit tout le temps. On dit ci, on dit ça. Mais est-ce que le Togo, qui a ce port en eau profonde, a une école spécialisée dans, en tout cas ce qui est portuaire, pour permettre aux générations futures de pouvoir exploiter ce port et d'en faire en tout cas quelque chose de beau, d'extraordinaire? On dit on a le plus beau phosphate, on a le meilleur phosphate, on en va. Est-ce qu'il y a une école ou un truc qui a été un institut spécialisé pour former des jeunes Togolais, des ingénieurs, pour faire de notre phosphate ou de notre économie, ce qui va être un peu partout, plein de choses. On dit qu'on veut atteindre l'émergence 2030. Où est la feuille de route? Bon, ça, est-ce qu'on en parle encore? Oui, mais oui, puisqu'on dit on a le sentiment qu'on est parti avec... Non, on l'avait écrit ça, on nous a appelé au ministère du Plan pour nous dire non, que le projet y est toujours, c'est qu'on ne communique pas là-dessus. Bon, mais on en est où, ils en sont où? Tu comprends? C'est qu'on ne peut pas naviguer à vue, alors que dans des pays partout, les gens sont en train de créer des écoles spécialisées dans des universités spécialisées dans tel... Mais nous, on n'en a pas. Notre université, l'autre fois, comment on appelle ça, le Kokoroko qui s'agit ces derniers temps pour aller à la 5e République. Il appelle les journalistes pour aller venir voir ce qu'il est en train de faire et c'est le restaurant qui monte aux journalistes. Au lieu de dire que voilà... Non, attendez, Loïc, vous n'avez pas parlé comme ça. Oui. Vous avez aussi toujours dénoncé le fait qu'il n'y a pas de restaurant à l'université. Aujourd'hui, on en construit un qui est grand. On vous dit de venir regarder. Non, chef. Quand on appelle... Je ne suis pas chef. Ok, Eric. Quand on appelle des gens pour parler de rénovation à l'université, qu'on leur dise que voilà, nous avons tel nouveau amphi, mais avant ça, on a tel laboratoire, voilà, maintenant on peut faire telle chose, on a créé telle nouvelle école, elle sera spécialisée dans tel domaine, elle va former des Togolais dans tel sens, mais pas pour venir par... L'Africain, lui, il ne sait que manger. C'est le bourratif? Non, quand même. Non. D'accord. Ça, c'est votre avis aussi sur le sujet. Il y a beaucoup de pays africains qui font des efforts. Et il faut le vouer. Oui. Qui ont compris que l'enjeu, c'est demain. C'est l'éducation. Quand Macron passe au Ghana, les gens se disent, bon, il est venu au Ghana, on parle de francophonie. Non. Parce que le Ghana a une économie aujourd'hui. Qui intéresse. Oui, dans quelques années, le Ghana va passer à une croissance à 2 chiffres. Et le Ghana offre un grand marché qui intéresse tous les partenaires. Par exemple, ils ont le pétrole. Ils ont lancé un satellite et ils ont eu même l'autorisation aujourd'hui de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour créer une centrale pour l'énergie. Oui, pour l'énergie atomique. Et les Russes, Rostom, sont sur le marché aujourd'hui. La France aussi veut avoir ce marché avec Areva. Et donc les gens sont en train d'évoluer. Pendant ce temps, on fait quoi? On est là, on dit, on accuse les autres. On dit oui, les autres ne font rien. Les défis que les Européens ont réglés premièrement, Américains et Européens, c'est d'abord le défi de l'alimentation et le défi de la santé. Aujourd'hui, est-ce que les gens mangent bien dans nos pays?
Est-ce que les gens se soignent bien dans nos pays? Pourquoi les gens ne mangent pas bien? Pourquoi les gens ne se soignent pas bien alors qu'il y a des terres à ne pas finir sur tout l'ensemble du territoire? Est-ce que ces problèmes sont réglés? Les problèmes d'eau sont-ils réglés? Alors, on ne peut pas rester là tout le temps et dire oui, c'est les autres qui font qu'on est en retard alors que nous-mêmes, on ne travaille pas. Tantôt je disais, mais est-ce que dans nos pays, vous avez des écoles d'intelligence économique? Non. Vous avez des écoles de géostratégie? Non. Vous avez des écoles de je ne sais pas, politique? Est-ce que vous avez des écoles militaires? Non. Vous avez les Européens, quand ils sont sur les grandes chaînes, quand il y a une crise, on invite les généraux à la retraite, qui sont dans les grandes institutions de recherche pour venir donner leur avis. Nos généraux qui sont à la retraite, ils sont où? Ils sont dans des cours dans les écoles, ils sont au village en train de cultiver. Et vous ne pouvez pas, à ce rythme-là, vouloir concurrencer des gens qui aujourd'hui ont atteint un niveau supérieur et qui sont ailleurs. J'entends des gens qui disent oui, pourquoi on laisse un président français jeune venir parler à un chef d'État? Écoutez, ces gens-là souffrent d'une culture politique et historique. Non. Une fois que... Non, attends, je vous explique. Vous savez à quel âge la reine d'Angleterre a été intronisée? Oui. Une fois qu'elle a été intronisée, tout le monde entier était sous ses pieds. Parce que c'est le pays qu'elle incarne. C'est comme ça. Mais en Afrique, dans notre tradition aussi, c'est ça. Oui. Vous savez à quel âge le roi, le pharaon Toutankhamon est mort? Le plus célèbre du monde entier. Il était jeune. Donc, ce n'est pas une question de jeune. À partir du moment où, dans votre constitution, on dit à 25 ans, vous pouvez être présidentiable. Si les États-Unis choisissent un jeune de 25 ans comme président, il est le chef. Vous avez vu ce qui se passe en Arabie Saoudite avec le prince? Oui. Il a à peine 35 ans, mais tout le monde est à ses pieds. Et il fait vous voyez ce qui se passe en Corée du Nord avec le petit bout d'homme là, qui appuie sur les boutons et tout le monde a peur. C'est parce qu'il incarne une puissance. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de responsabilité et de la puissance du pays que tu incarnes. Oui, parce qu'on estime que Macron manque de respect au président. Non, il n'en a pas manqué. Pour finir, je mettrai l'accent sur l'éducation, encore et encore. L'éducation. Parce que tu sais, quand pour arriver à ce niveau, il faut qu'avoir un peuple éduqué. Il faut avoir des jeunes bien formés, qui ont de l'intelligence, qui savent ce qu'il faut. Regarde un autre parallèle que je vais te faire. Oui, quand des gens n'ont pas étudié, excuse-moi, même chez eux, ils n'ont pas étudié. Regarde, l'enfant qui étudie au Togo, qui fait ses études universitaires au Togo, considérant qu'il y a toutes les infrastructures, quand il va sortir comme élite, demain, il connaît le Togo et les problèmes du Togo. Le même Togo, autrement, pour régler le problème du Togo. Et le même Togolais, qui lui, c'est parce que ses parents ont les moyens, il étudie en France, ça veut dire qu'il n'a pas jamais étudié la géographie du Togo. Écoute bien, enfant, grandit jusqu'en France, avoir le diplôme et revenir. Quand tu vas le mettre en poste, il fera les choses, ça ne va pas marcher, vous allez être étonné parce qu'il ne maîtrise pas la réalité du terrain. C'est un truc assez important. C'est pour ça qu'on doit avoir une éducation bien. Chaque fois on court, c'est pas mal d'aller apprendre ailleurs. Mais quand tu vas aller apprendre ailleurs, quand tu as fini d'apprendre chez toi, de connaître assez ton pays et tu pars. Le petit français, quand Macron, quand on dit le petit français, quand il a fini d'étudier en France, il est venu même en Afrique faire des stages pour avoir une idée. C'est comme ça que ça se fait. On est là, le secteur éducatif est complètement à l'abandon. Et on veut avoir demain un pays développé. On ne peut pas le faire. Parce que dans tous les domaines, il faut des spécialistes qui soient capables de réfléchir sur moi je suis de telle localité, dans ma région, il y a le marbre. Alors, je connais la localité, je sais comment faire pour qu'on fasse développer cette localité. On valorise la localité à partir du marbre. C'est comme ça. Mais quand on est là, tous on est là en train d'étudier dans des écoles avec des niveaux à peu près. Et c'est des enfants, des élites qui sont à l'étranger actuellement, je ne les envie pas, qui sont là-bas, qui ne connaissent jamais étudié la géographie ou l'histoire du Togo. Qui va revenir après pour dire qu'il est nommé à tel poste. Pour avoir quel rendement? Tu verras que ça ne peut pas être ça parce que la vision qu'il a... C'est pour ça que ça ne marche toujours pas. La vision qu'il a est différente de la réalité du pays. Ferdinand, et on termine là-dessus, on a abordé notre sujet. J'ai expliqué quelque chose de très simple à quelqu'un la dernière fois. J'ai dit, mais écoutez, sur le plan agriculture, vous avez beau former des ingénieurs, des agronomes qui sont dans les bureaux, qui sont dans les conférences, qui paient les billets d'avion, classe d'affaires, qui sont dans les grosses voitures. Vous les voyez dans les projets, PASA, PADA, tout ça, ils sont dans les voitures, même les week-ends, ils circulent. Pendant qu'il y a des terres, personne ne cultive. Vous voyez? Non, mais ça appartient à des gens forcément. Attendez que j'arrive. Ici, en tant qu'il y a des gens qui ont monopolisé la terre jusqu'à 1000 hectares. Oui, mais quand on a une vision de l'État, on peut récupérer les terres.
pour les faire, pour produire, pour nourrir les gens. Vous voyez en Europe, tous les fast-food que vous voyez là, les restaurants, les McDo là, c'est de consommation locale. Les pommes de terre qu'on utilise pour faire des frites sont cultivées sur place. C'est comme ça que ça se passe. Mais ici, je disais à quelqu'un, vous voyez quand un chef d'État va par exemple dans la région des plateaux pour dire aux paysans, ceux qui cultivent le café cacao, en disant oui, on va tout faire pour que les prix des cafés soient améliorés, tout ça. C'est le chef d'État qui fixe les prix sur le plan international. Non, pas c'est pas lui. Ou bien, alors, on ne quoi il va le promettre aux gens. Or, si vous avez l'intelligence de créer ici des industries de transformation, c'est fini. Vous pouvez... Comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Comme la Côte d'Ivoire l'a compris. Vous pouvez transformer le cacao là en chocolat et l'État peut financer une boisson chaude pour tous les élèves sur toute l'étendue du territoire. Dans une cantine. Et l'État paye. Donc l'État paye. Et quand l'État paye, l'État peut payer ce cacao là ou ce café même à 1000 francs. Et le paysan va bien vivre. Mais quand vous laissez Londres fixer les prix, Londres peut dire j'achète le café à 500. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nourrir nos élèves qui sont dans les établissements? On ne peut pas fournir à tous les élèves un café chaud le matin à partir de la production locale pour booster l'agriculture? Donc il faut réfléchir. Donc il ne faut pas être là tout le temps. Aujourd'hui on consomme tout ce qui vient d'ailleurs, on consomme. Nous ne sommes même pas capables de fabriquer une brosse à dents. La brosse à dents que nous utilisons pour nettoyer nos dents vient de l'extérieur. Même les pics de dents qu'on utilise dans les restaurants, c'est les Chinois qui fabriquent. Alors nous voulons concurrencer qui? Par rapport à quoi? Le téléphone sur lequel nous insultons les gens, c'est les petits blancs qui font ça. Nous faisons quoi? Depuis qu'on est indépendant, à part tuer nos frères dans les villages, c'est-à-dire dès que quelqu'un commence à briller dans un village, il est en ville, dès qu'il revient au village, c'est qu'il meurt, il ne revient plus. Et on est content. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Et on se plaint aujourd'hui que, oui, les gens nous dépassent. Parce que nous dépassent ce travail. Et regarde, prenons même notre secteur, le secteur des médias. Parce que l'information, c'est l'arme aujourd'hui dans le monde. Oui, c'est le pouvoir. C'est avec l'information que tout se paie. D'abord, aujourd'hui, c'est la première force, c'est l'information. Même l'information, on ne l'a pas. Ce sont eux qui nous fournissent. L'information, c'est le blanc qui nous fournit. Il n'y a pas une seule télé capable actuellement africaine de faire le direct des événements internationaux. Même quand il y a le sommet à Abidjan, il n'a pas fait le direct. France 24 faisait le direct. France 24 fait le direct. Africa 24 ne fait pas le direct. On vous répète les choses. En tout cas, si Obiang paie de l'argent, on peut vous fournir des images. C'est ça aussi la réalité. Africa numéro 1 a toutes les difficultés aujourd'hui pour être en FM. Au Togo, par exemple. Au Togo, par exemple, on a ce problème. Regarde, l'autre fois, j'ai vu les images du chef de l'État qui est parti à Sokodé sur la TVT. Mais je pleurais. C'était noir. L'Armatan là-bas, les images même sont floues. Mais non, mais c'est pas la faute à l'Armatan, parce qu'il fait frais tout le temps en Europe, mais pourtant on va. Les images sont noires. Et je me suis posé la question que le président de la République va s'asseoir devant sa télé. Capté 260, c'est 260 sur le bouquet. Et puis il voit les images noires comme ça. Mais il y a un problème. Et ça, on ne trouve pas que c'est un secteur où qu'il faut changer. On est en train de construire un local là. C'est abandonné depuis. Mais attends. Ils ont détruit la ils vont reprendre les travaux. C'est des problèmes qui sont réels. Le matin, l'information, c'est le blanc qui la donne. C'est pour ça que moi, je ne suis pas là où je ne suis pas d'accord avec Ferdinand souvent, parfois sur certains sujets politiques. C'est quand ils s'accablent quelqu'un dont ils veulent en finir. Par exemple, le Coréen. Moi, par exemple, je ne suis pas contre le Coréen qui a le petit bout d'homme de Ipa qui appuie le bouton. Par exemple, on nous fait même croire que c'est un fou qui n'est pas normal et tout ça. Alors que le gars, il est en train de faire tout ce qui fabrique ce qu'on est en train de dire là, l'arme chimique là. Ce ne sont pas eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont créé des écoles, des jeunes intelligents qui ont pu le faire, qui ont réfléchi pour le faire. C'est ce que Kadhafi n'a pas pu faire finalement, on l'a contraint à ne pas le faire, on l'a tué. C'est ce que Saddam Hussein, on a fini par le contraindre à ne pas le faire. Non, il faut que pour être indépendant, c'est sur tous les plans. Et ça, quand les Blancs l'ont compris, quand ils sentent que tu veux être indépendant, on met les moyens à disposition, c'est-à-dire les médias internationaux qu'ils ont à disposition, on t'accable, on fait croire que tu es un monstre, et nous, on reprend en corail. Messieurs, merci beaucoup sur ces questions. Tout ça pour dire que nous pouvons gérer nos propres pays pour qu'ils se développent. Oui, et qui s'imposent. Oui, on n'a pas seulement besoin de dire qu'on est riche et que les autres viennent nous piller. Vous êtes riche par rapport à quoi? Et la richesse, c'est d'abord les hommes. C'est clair. Il y a des pays comme le Japon, la Corée du Sud qui n'ont pas eu de grande richesse minière sur leur territoire, mais qui ont investi dans l'éducation, la technologie. Aujourd'hui, ils inventent les Samsung, vous utilisez. Oui, donc, c'est pas. J'ai toujours dit, pour avoir étudié l'histoire, que la première richesse de l'humanité, c'est les hommes. C'est l'intelligence. Oui, vous pouvez avoir des choses ici, si vous ne cultivez pas la terre, vous allez mourir. C'est clair. Mais le Bénin, par exemple, par rapport au Togo, le Bénin n'a aucune richesse minière sur son territoire. Ils n'ont que le coton. Encore que le coton, il faut que les hommes le cultivent. Oui, bien sûr. Mais le Bénin s'en sort bien, vrai ou faux?
Bon, alors, apparemment, et nous, ça marche. on a tout, mais on ne fait rien avec. Monsieur, merci beaucoup. On va peut-être... Loïc, quand j'ai jeté un coup d'œil dans votre journal hier, on sait que cette semaine est aussi une semaine de mobilisation de rue pour l'opposition, mercredi, jeudi. Vendredi, ils vont se reposer un petit peu pour permettre à ceux qui sont de la confession religieuse de s'acquitter de leur devoir envers leur Dieu Allah. Et puis, demain, samedi, l'opposition annonce encore être dans la rue et le constat, c'est que la mobilisation ne faiblit pas. C'est clair. Au-delà de ce que Yark nous sert les soirs à la télévision. Oui, c'est le courage que ces Togolais ont un jour ouvrable. Au lieu d'aller chercher leur gagne-pain, de dire on doit faire le sacrifice le moment ou jamais. Et chaque fois, ils sortent depuis 3 mois. Je vous ai dit ici qu'aucun peuple ne peut donner autant. C'est rare. Dites-moi le nom d'un peuple qui pendant 3 mois était dans la rue. Personne n'a cru. Personne n'a cru qu'on va arriver là. Mais les Togolais continuent. On est en train d'atteindre les 4 mois. Oui, 4 mois, bientôt. Les Togolais continuent par sortir. C'est dire que quoi, il y a un problème, il y a un malaise. Et c'est ce courage que je veux que les gouvernants puissent avoir. À accepter de se regarder et de dire, si ils le font depuis ça, c'est qu'il y a un problème. C'est des Togolais, c'est pas des voyous. Si les gens manifestent pendant tout ce temps, oui, c'est qu'il y a un problème. Une vieille que j'ai croisée l'autre fois, les genoux lui font mal. Elle dit que sa personne de retraite, elle n'arrive pas à le toucher, mais elle va marcher. S'il faut qu'elle meure, va mourir. La vieille parlait comme ça, j'ai eu la chair de poule. Ça veut dire que quoi, elle le fait pour ses enfants et ses petits-enfants. J'ai vu un autre vieux qui était, mais si tu vois la scène, qui disait, mais non, mais c'est quoi ce pays où c'est seulement 2 choses. Il a fait ses retraités, tu connais la manière de parler. Oui, oui. Il dit, 2 choses seulement, on leur demande, ils n'arrivent pas à faire. Lui, il va marcher. Mais tu vois les scènes. Et puis l'autre chose que vous ne savez pas et que je vais vous dire ici, les gens qui viennent maintenant marcher à Bafilo, c'est des gens qui quittent Kara. Ah oui, c'est clair. Oui, C'est clair. Ah, C'est les gens qui quittent Kara pour venir marcher. les gens, comme ils n'arrivent pas à marcher à Kara, c'est fermé, ils viennent à Bafilo. Et maintenant, Tchamba les dit de plus en plus chaud parce que ceux qui ont pu se connaître sont partis à Tchamba. C'est comme mais ça. dis donc, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc ceux qui sont à Kara, à qui on refuse presque de Ils viennent marcher, marcher à Ils viennent à Bafilo. Et puis, c'est bizarre, ils viennent à ceux qui Bafilo. sont de ce collègue qui sont dans la Ils vont marcher à Tchamba. Ils vont à Tchamba. Tchamba Oui, c'est pour ça que Tchamba, maintenant, il y a plus de monde, on les a dispersés. Ah ouais, Et là je comprends mieux. Oui, et la Ça veut dire que les gens déplacent les problèmes. Au lieu de tu les comprends? résoudre. Le problème, il faut Ah le oui. régler. Il faut le régler. Les autres localités risquent d'être envahies. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça, les gouvernants doivent savoir que le problème, c'est pour ça que j'ai dit, réglons-le. À travers ce dialogue, que ce soit vraiment ce dialogue, le dernier dialogue qui va relancer le Togo. Parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas bien de voir, par exemple, Macron venir dans 2 pays avec lesquels on a C'est frontière. parler du Togo. Et parle du Togo. Tu oublies, Burkina, on est en frontière. Il surprend son avion, il survole le Togo pour aller à comment vous appelez ça, au Ghana. Non. Nous devons nous dire, qu'est-ce qu'on nous on a fait pour qu'ils ne viennent pas chez nous? Nous avons Non. un problème. Non, ce que je te dis, c'est important. Si le Ghana l'a il y a un attiré, c'est problème. sur les objectifs sont clairs. Laisse ça. Il y a un intérêt précis. Oui, mais il n'y a pas les intérêts. Bolloré n'est pas ici. Il n'y a pas les intérêts au Togo, Bon. de la France. Plein. L'autre fois, on n'a pas inauguré une salle de cinéma. Oui. Alors, ça marche. Ça marche. Alors, Eric, qu'est-ce que Vous êtes déjà allé? Il faut qu'elle Non, j'ai vu des gens revenir de C'est là-bas. les royaumes de 1980. Je ne suis pas encore allé, mais quelqu'un m'a dit qu'il est allé D'accord, voir, très bien. que c'était bien. Maintenant, et l'autre fois, Angela Merkel, c'est nous qui, dans le printemps, germano-togolais. c'est ça. C'est Angela ça, Merkel c'est ça. a fait la tournée en Afrique. Elle nous a sautés. Mais alors que nous sommes un pays qui a une histoire avec Avec l'Allemagne. l'Allemagne, bien sûr. Le chef d'État revenait à peine de l'Allemagne. Et je m'attendais à ce qu'elle passe chez nous. Elle n'est pas venue. C'est pour dire que nous, quand nous disions certaines choses, on ne compte personne. Mais nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut pouvoir régler. Et une fois que nous allons le régler, nous aurons la visite même peut-être de Donald Trump, qui sait. Réglons les problèmes comme il se doit. Faisons de notre pays un pays démocratique. Et tu verras, c'est un pays génial. On va percer comme jamais. Donc, faisons cet effort vraiment au niveau politique, que les gens puissent comprendre qu'à un moment, ce pays, on ne peut pas, quand tu as donné une fois, tu as donné 2 fois, tu ne peux pas donner autant. Quand tu fais un effort, tu arrives à une limite, tu laisses quelqu'un aussi faire. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, moi, personnellement, je ne suis pas contre ceux qui disent non, le président ne doit pas se présenter en 2020. Ce débat, je veux bien. Tu sais, j'ai dit, ceux qui disent Ford doit partir maintenant, ils font erreur.
il est en plein mandat. Mais que fort qu'on lui demande de partir en 2020, oui. Mais le mieux même, le mieux, non, il peut partir en 2020. Oui. Mais tu sais, le mieux, la meilleure forme, ici je te dis, peut-être beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, c'est de se battre pour avoir un bon cadre électoral. Et d'aller le battre proprement dans les urnes. Et pour qu'il parte tout tranquillement. Tu sais, Wad, si Wad, les Sénégalais ne l'ont pas laissé aller à cette élection, tu sais qu'est-ce qui allait passer? Aujourd'hui, les partisans de Wad allaient dire que c'est parce que on a interdit à leurs partisans, à leur président de se présenter. Le champion. Et ça va même créer l'instabilité peut-être au Sénégal. Tu comprends? Les Sénégalais ont compris l'enjeu. Ils se sont battus pour le cadre électoral. Ils ont fait tout pour qu'il soit transparent. C'est tout parce que tout se joue là-bas. Fabre, je l'ai entendu ce matin, il dit que le cadre électoral n'est jamais bon. Et j'ai dit, mais pourquoi le journaliste ne lui a pas demandé? Et tu vas à des élections avec un cadre électoral qui n'est pas bon, et pourtant tu vas à des élections. Quand tous tes amis ont dit il ne faut pas aller, toi tu es allé. Si aujourd'hui on a cette situation, c'est à cause de toi. C'est pour dire que on peut le faire comme ça. Parce qu'on dit on est en démocratie. C'est un peu le message, parce que j'ai vu des gens interpréter le message de Macron. Moi j'ai dit, ok, allons dans leur sens. Que Macron dit qu'on n'a qu'à aller à l'élection. Donc, à l'opposition, de faire tout pour que le cadre tout se jouera là-bas. Et quand Fort ira, si vous êtes sûr que vous avez truc, allez le battre proprement. Bien. Il faut aussi... Je ne partage pas cette avis. Oui, bon, je sais, j'ai donné des angles, différents angles. C'est un avis de parmi tant d'autres. Ferdinand a été maintenant. Je ne partage pas cet avis parce que l'exemple qu'il a donné, par exemple, l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, la politique au Sénégal est moins heurtée qu'au Togo. Le Sénégal n'a pas suivi notre trajectoire faite d'une politique... On a une histoire différente. Une politique de violence, de fermeture de l'espace... de l'espace politique et démocratique, on n'a pas la même trajectoire. Vous voyez, dans des régimes comme les nôtres, lorsque vous allez à une compétition avec ces gens-là, quel que soit ce que vous racontez, le cadre, tout et tout, dès que la personne sent qu'elle est en train de perdre les élections, elle sort l'armée. Parce que son soutien, c'est l'armée. On a vu le cas au Gabon. Au Gabon, Ali Bongo a perdu les élections. Mais quand c'était arrivé un moment donné, il a sorti les militaires. Parce que c'est sur ça qu'il compte, c'est ça qui tient son pouvoir. Aujourd'hui, Japin, qui est le vrai gagnant des élections, il se promène, personne ne le reçoit. Oui. Parce que la donne militaire a pris le dessus. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui étaient à la CENI, la dernière fois en 2015, vous pouvez poser la question à Pedro, à bien d'autres, pour qu'on puisse renvoyer les gens là-bas, ils ont débarqué les militaires. Parce que c'est les militaires qui jouent. Par exemple, que serait Faure Gnassingbé aujourd'hui sans les militaires, l'appui des militaires au Togo? Il serait déjà battu. Il est parti déjà. Non, attendez. Il y a une constance aussi. Non. Quand le cadre électoral est bon. Non. C'est aussi une assurance. En 98. Donc on ne se battra pas plus le cadre électoral. En 98. On laisse tomber le cadre S'il vous électoral. plaît, en 98, moi j'étais dans le bureau de vote. Le cadre était plus ou moins meilleur. Quand on a voté, les résultats tombaient, tout le monde voyait. Qu'est-ce qui s'est passé? En 98, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, c'est pas deux périodes. Loïc, attends qu'on définisse. C'est pas une question de deux périodes différentes. C'est le même système. C'est le même système en 98. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour vous dire que le poids prépondérant du kaki dans la scène politique togolaise est tel que, à un moment donné, c'est le cache-tête du régime. C'est le casse-tête du régime, c'est le seul moyen sur lequel le régime, le système compte pour tenir. La preuve, quand ça a débordé dans les villes, c'est les militaires qui ont sorti. C'est les militaires qui ont sorti pour mater les gens. Donc ça veut dire que le pouvoir est d'abord militaire et est chapeauté par un cache-tête civil. C'est comme ça que ça se passe. Donc avec ces gens-là, si vous n'avez pas un certain nombre de garanties pour pouvoir aller à une élection où vous n'avez pas un accord politique secret pour que quelqu'un puisse partir avec toutes les garanties, quelles que soient les élections que vous faites, mais le jour qu'on donne un résultat, dès qu'on sort de char, tout le monde prend la... Comment est-ce que je vous donne la parole, Luc. Comment est-ce que finalement vous interprétez cette sortie d'Emmanuel Macron sur le Togo, sur la question des élections, aller aux élections? Non, je crois que d'abord... Le jeu électoral se joue. Je crois que d'abord, il ne fallait pas attendre que Macron dise oui, il faut que Faure parte. C'est une position de principe. C'est une position de principe. D'abord, c'est un chef d'État qui dit il ne vient pas en Afrique pour donner des leçons aux gens. Donc, c'est une position de principe. Il ne faut pas que les gens se disent. Les gens se disent nous sommes là, Macron va venir dire demain matin, il faut ramasser tes effets, et puis tu pars. Et puis Tipeee ou bien Fabre va s'asseoir dans le fossé présidentiel. Il ne faut pas s'attendre à ça. Mais pour autant, il a dit quelque chose d'important. Il dit les longs règnes. Oui. Les longs règnes ne sont pas bons. Il a dit, cette phrase-là a toute son importance dans le contexte togolais. Et quand on
conjuguer cette phrase-là à ce qu'il a dit au Burkina Faso, on comprend bien, comment l'appelle-t-on, sa position sur la question. Mais le problème du Togo, c'est pas Macron qui va le régler. C'est les Togolais qui vont le régler. Ce n'est pas Macron qui va le régler. Si les Burkinabés attendaient la France, Blaise Compaoré serait encore au pouvoir, ou Diendéré aurait reçu son coup d'État. Surtout que la France a porté main forte à Blaise Compaoré. Donc le problème des Togolais, c'est les Togolais qui vont le régler. Et de la manière dont cela va se dérouler sur le terrain, c'est ce vent-là que la communauté internationale va suivre. Parce que la communauté internationale, telle qu'on l'a décrit, c'est toujours un vent. Un petit peu comme quand Ibn Chamas était venu ici à Lomé et que l'opposition ne l'a pas accepté. Oui, eh bien, les chefs d'État l'ont balayé. Et eux-mêmes, ils n'ont plus le dossier en main. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Non. Loïc Lawson. Je réitère cette analyse que je viens de faire pour dire qu'il faut revoir le cadre électoral. Tout ce jeu là-bas. Considérons qu'à l'étape actuelle, quand le pouvoir actuel accepte les revendications de l'opposition, l'une des principales forces doit partir, Formasgo. Et si le cadre électoral Si ce soir, à 20h, Faure Gnassingbé fait un discours pour dire je démissionne, ou signe une lettre comme l'autre a signé pour envoyer pour dire qu'il a démissionné, on va aller à des élections dans 60 jours. Oui. Dans 60 jours, si on voit une élection avec le même cadre électoral, Uni va envoyer Gnassingbé va gagner. Vous allez faire comment? On va vous dire il a gagné, la communauté internationale prendra acte. Ou Sina Lawson va gagner. Vous allez faire comment? Ah oui, Sina Lawson? Le problème togolais, je sais que c'est que Ferdinand dit qui a l'armée. Mais quand tu approches les plus, en tout cas rompus, qui connaissent tous les contours de qu'ils appellent de magouille ou bien de cassette, ils te diront que le problème togolais, c'est d'abord le cadre électoral. Nous avons, même l'OIF est venu auditer notre fichier électoral, elle a dit que le fichier c'est pas bon. dans le même fichier gravataire, Fabre est parti à une élection, et quand vous aurez des résultats, toujours les mêmes. Parce que quand vous faites la même chose pendant longtemps, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a? Faites en sorte que ça la change. Ça la même est plus important que Fort Mastugo, Forcy, Console 92. C'est d'abord ce cadre électoral qu'il faut revoir. Personne ne conteste ça. La question du cadre électoral est bien inscrite aussi dans la de l'opposition. Ça fait 10 ans que cette affaire de cadre électoral est inscrite dans la PGI. Il a respecté? Mais non! Peut-être cette fois c'est la bonne. Non, il ne faut pas. Bon, très bien. Parce qu'on parle des discussions. Il y a un nom qui revient. Parce qu'en dehors du fait que vendredi dernier on a évoqué François Akila et Soboko, ouais. Il y a le nom de Pascal Bodiona qui est de plus en plus cité. Le confrère, le perroquet, a posé clairement la question ce matin. Pascal Akousalelo Bodiona, bientôt le pont entre le pouvoir et l'opposition. Non, moi, je crois qu'il ne faut pas faire des extrapolations et dire tout et n'importe quoi. Mais vous m'avez renseigné qu'il faisait partie des tout premiers à être consulté par le président ghanéen. Il n'a pas été seulement consulté par le président ghanéen, il a été consulté par le président ghanéen ivoirien. Oui. À Accra, quand Ouattara était venu là-bas. Il ne faut pas extrapoler. J'entends des gens, j'écoute même des audios, des gens qui commencent à insulter des gens, qu'on veut leur imposer, Bodiona, Boko, tout ça, ils racontent des histoires. Mais le problème togolais, il faut avoir de la patience pour l'analyser. C'est un problème complexe, très complexe. Si demain, par exemple, comme Loïc l'a dit, on dit, bon, Fort se lève là-bas, il dit, bon, Fort est parti, et qui va s'asseoir là-bas? C'est ça? Actuellement, là? Ouais. Qui va s'asseoir là-bas? C'est l'Assemblée nationale. Il est plus dangereux que Fort. Je ne dis même pas ça. Non, ce n'est pas la question que je pose. Non, ce n'est pas la question que je pose, Loïc. D'accord. Je parle en termes de la complexité du problème togolais. Oui. Pour le moment, les chefs d'État qui ont en charge le problème togolais n'ont fait que consulter ces deux personnes. Parce que ces chefs d'État estiment que ces personnes-là peuvent les renseigner suffisamment sur la nature du problème togolais avant qu'eux ne viennent faire la médiation pour ne pas faire de faux pas. Ils consultent tout le monde. C'est comme, parfois, les ambassades consultent des gens, ils consultent des journalistes. Moi, si je vais dans une ambassade, je ne vais pas venir dire sur les médias que l'ambassade des États-Unis ou de France m'a consulté sur tel sujet. Donc, quand moi j'entends les gens les gens commencent à dire, ils font les audios, quand on veut leur opposer Bodiona, quand on veut leur opposer Boko, mais tous les leaders de l'opposition, ils sont en contact avec ces deux messieurs. Mais n'oublie pas que ces audios peuvent venir aussi de notre cas. Attends, je l'ai dit comme ça, mais l'opposition sont en contact avec ces deux messieurs. Et le pouvoir aussi. Bon, ces deux messieurs travaillent parfois avec ces leaders de l'opposition, ils se connaissent bien. Donc moi je pense que, pour le moment, et je l'ai dit la dernière fois, personne n'a rien gagné à travers ce qui se passe actuellement pour que les gens commencent pas à se bagarrer sur les histoires de postes où on veut nous imposer, si on veut nous imposer ça. Il faut que
les gens fassent extrêmement attention. Je parlais tantôt de la donne, de tout le problème togolais, la complexité du problème togolais. Pour résoudre ce problème-là, il ne faut pas croire que demain, il va se lever et puis bon, tu vas aller comme, je ne sais pas, comme... lettre à la poste. Je vous donne 2 exemples. Oui, très rapidement. Au Burundi, en 1993, on fait une élection et puis il y a un nouveau pouvoir qui vient démocratiquement, Melchior Ndadaye, dans un pays où l'armée était tellement ethnicisée. Conséquence, parce qu'on n'a pas évalué un certain nombre d'aspects, on a tué tout un gouvernement, on a tué le président, on a tué le premier ministre, on a assassiné tout le gouvernement, l'armée a repris le pouvoir. Au Burkina Faso, même quand Blaise est tombé, il a fallu des militaires pour essayer de contrôler le pays, pour que le pays ne bascule pas, pour qu'on ait une transition. Donc il faut que les gens se mettent dans la tête que ce n'est pas une histoire de dire que Loïc lève, tu vois, je vais m'asseoir. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, si je comprends Ferdinand, je l'ai compris et je suis d'accord. Mais ce que j'ai dit, c'est que Ferdinand, ce qu'il ne veut pas dire ou qu'il ne dit pas à demi-mot, c'est l'armée. Le problème togolais, c'est l'armée. Oui, c'est l'armée. C'est ça. Il faut la maîtriser. Oui, c'est l'armée. C'est-à-dire qu'il faut faire avec elle. Il faut l'associer. C'est-à-dire que même si demain, il doit avoir un système post-régime, il faut passer forcément par une transition. Et cette transition-là, on a besoin de rassurer certaines personnes. On a besoin de rassurer certaines couches professionnelles de la société. Et donc, le fait que dans la démarche, on essaie d'écouter les gens, c'est pour mieux appréhender le problème. Bien. Et écoutez bien ce que Bouali a dit. Il dit que le problème togolais risque de déstabiliser toute la région. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. C'est pas une affaire d'élection. S'il faut pas demain on peut faire les élections. Mais après, si le pays bascule, comment vous allez gérer ça? Loïc? Non, mais je sais pas pourquoi il parle du pays qui va basculer. Moi, je sais pas depuis quand. Bon, pourquoi l'alternance va faire basculer le pays. Non, mais je suis d'accord que. Les dictatures, c'est prouvé dans l'histoire. Merci beaucoup. C'est le genre de système. Loïc aussi. On a le temps qui avance. Quand Ferdinand parle de l'armée, je suis d'accord que l'armée est un problème et un des problèmes qu'il faut incruster ou bien amener autour de la table de négociation. C'est pour ça, moi, je pense que même pour ce dialogue, l'armée doit être représentée. Parce que c'est qu'on ne dit pas aussi. Parce que l'armée, au-delà, moi, je suis contre le débat que l'armée est ethnique ou cela. Je suis... Mais c'est une réalité. Le vrai problème n'est pas là-bas. Oui, non, là, s'il te plaît. Le vrai problème n'est pas là-bas. Quand tu remarques, dans beaucoup de pays qui nous entourent, même quand tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu peux aller au Nigeria, l'armée. Oui, non, pas pour... Souvent, une ethnie domine. Il y a des ethnies qui aiment bien aller dans l'armée. Dans tous les pays, il y en a, ça existe comme ça, surtout en Afrique. Mais le problème, moi, je ne veux pas qu'on le met en parlant de l'armée de côté ethnique. Ou parce qu'ils défendent une cause. Le problème est plus que ça. Le problème que personne ne dit, c'est qu'au fait, l'armée tient des pôles financiers assez importants. Mais souvent, quand la presse vient en parler, tu sais quoi? Elle n'en parle que de manière... Et pourquoi il tient les pôles financiers? Non, justement! C'est pas pour rien que l'armée, à elle seule, quand tu prends, on parle souvent de port. Non, au-delà, j'invite chacun à prendre une liste et à faire descendre la liste pour voir quels sont les postes... Les intérêts. Mais l'armée, c'est que l'armée occupe comme poste, c'est pas celui des civils. C'est pas pour rien qu'on le met partout dans les préfectures. Oui, justement. Ça veut dire que quoi? Il y a un intérêt financier. Non. Quelque part, oui, bien sûr. Il y a le financier. C'est surtout ça, c'est le nerf de la guerre, le financier. Et moi, je pense qu'aussi, au-delà dans les négociations, il faut arriver aussi à rassurer ce côté-là. Parce que tu comprends, il faut le rassurer Quelqu'un ne perdra pas ses privilèges. Certains intérêts d'aussitôt. Parce que les gens, on te met à tel poste. Par exemple, on dit directeur technique de la voirie. C'est 2 milliards. Toi, tu es censé alimenter d'autres personnes. On te met préfet d'une région, tu sais ce que c'est qu'une préfecture, comment gérer une préfecture en cause de l'argent. C'est pour que tu puisses alimenter tout un tas de réseaux. Je vous dis, si tu fais la liste, tu vas tomber de nuit. Et j'ai vu Ferdinand qui fait l'investigation à voir ça parce que non, j'ai la liste est énorme. J'ai la liste. Vous avez la liste? J'ai la liste depuis longtemps. J'en ai même parlé plusieurs fois. Je dois ranger l'antenne, je voudrais juste avoir votre avis sur ce coup cette semaine. C'est Gél-Christ Olympio, très rapidement, qui a annoncé qu'il se retire de la vie politique. Et ça, ce n'est pas le plus intéressant pour nous. Le plus intéressant, c'est quand il dit, ou demande à Faure Gnassingbé le conseil de ne plus aller en 2020 et qu'il revoit
qu'il écoute la population et qu'il revienne aux fondamentaux de la Constitution. Je crois que rapidement. tout est à son honneur, parce que J-Christ... Vous avez dit que c'est un acte majeur aujourd'hui. Oui, c'est un acte majeur, c'est à son honneur, même s'il a perdu sa popularité, il n'en demeure pas moins symbole. Je l'ai expliqué aujourd'hui. J-Christ, d'abord, c'est le symbole de la filiation. Il est le fils de Sylvanus Olympio, c'est le symbole de l'engagement politique depuis des années, et puis ensuite, c'est le symbole de la signature de cet accord qu'on a appelé accord de Brave entre lui et les gens du RPT. Et puis, c'est aussi un autre symbole. Quand on dit, bon, au Togo, c'est les Gnassingbé et les Olympios qui s'affrontent, maintenant que lui sort de la scène, il ne reste que les Gnassingbé. Donc maintenant qu'il annonce, c'est en cela qu'il faut analyser la portée de l'acte qu'il a posé. Les gens disent non, ce qu'il dit là, parce qu'il n'est plus populaire. Mais non, j'ai dit que c'est un symbole. Quand ils sont dans une alliance, comme cette alliance-là, les anciens fils de l'ancien président, et qu'on le brandit partout, qu'ils ont fait la paix, et qu'on lui dit qu'il n'est pas satisfait de leur mariage, et c'est en ce moment précis, à ce timing précis, qu'il décide de partir, et qu'il dit qu'il faut que l'autre aussi parte en 2020, je crois que c'est un grand coup contre Fagne Gnassingbé. Et ils doivent comprendre le message. Bien. Et c'est en cela que vous dites qu'ils ne sont pas la grande porte. Voilà. Tu as compris, c'est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent, et je suis totalement sur la même ligne que Ferdinand sur ce plan, qui dit Christ, contrairement à ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux un peu partout, pour dire qu'il est fatigué, que c'est juste, je ne sais pas, il a juste... non, Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait, il a créé un séisme. Mais c'est clair. C'est un séisme dans la maison. C'est clair. Parce que ce qu'il a posé comme acte... Non, je vous quelque chose sur la politique. Mais non, il ne représente plus rien. Mais je te dis, c'est un séisme. En termes de symbole, je sais de quoi je te parle. Maintenant, posez la question, maintenant, et les Togolais doivent comprendre que ce qu'il a posé déjà comme acte était courageux. Parce que quelqu'un à qui on a tiré, sur qui on a tiré, quelqu'un sur Ferdinand, c'était d'autres choses. Donc on dit ton papa a été tué par ces personnes-là, ce régime. Tu acceptes de faire la paix des braves à ces personnes, c'est pas donné à tout le monde. Il a su se surpasser parce qu'il a voulu atteindre l'objectif. Et à la fin, il a encore conclu et reconnu que l'objectif n'a pas été atteint. C'est-à-dire l'accord n'a pas été respecté. Oui. Quelqu'un comme ça, et aujourd'hui, il va plus loin pour dire, il demande au président de ne pas se représenter pour éviter. Il y a une phrase que les gens oublient. Un suicide individuel et collectif. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est assez important. Mais les gens se focalisent dans le débat togolais. Oh, ben, il est plus populaire, on n'a pas besoin. Et quelqu'un ose me dire même que Jésus doit demander pardon au peuple. J'ai dit, mais quel pardon? Et ce qu'il a fait, c'est déjà une manière de demander pardon. Bien, d'accord. Et puis, c'est pas une question de popularité. Il met tellement en difficulté fort que les gens m'ont dit, mais tout le monde est allé avec ce monsieur pour être dans les accords, il n'a rien respecté. Il met en difficulté le régime. Monsieur, que même l'accord avec Jésus-Christ, c'est pas respecté. N'oubliez pas une chose importante que tout le monde aussi dit, c'est que Jésus-Christ a de très bonnes relations avec le médiateur, actuel, le facilitateur, c'est-à-dire Akufo-Addo. Avec aussi Ouattara. Ah ben ça, c'est Jésus-Christ qui a cédé sa place à Ouattara au FMI. Ben, messieurs, merci beaucoup, vous avez fait un très bon débat, je vous félicite. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Merci à Loïc Lawson. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Eric Gatton. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.